Monsieur le Président, messieurs les modérateurs, chers collègues, d'abord, c'est un véritable honneur d'être invité à l'Académie nationale de chirurgie. Et je vais effectivement vous parler de la nucléolyse à l'ozone pour le traitement des discopathies dégénératives. Alors, on a déjà évoqué la fréquence des lombalgies et radiculalgies dans la population générale. On a également évoqué déjà l'impact socio-économique de ces lombalgies. Et on a également brossé le tableau de cette escalade thérapeutique qui va du traitement conservateur pendant 4 à 6 semaines, puis aux techniques invasives pour aboutir finalement, quand elles sont inefficaces, à la chirurgie. Et donc là, l'objet de cette présentation est la nucléolyse à l'ozone qui consiste à injecter de l'ozone dans le disque intervertébral atteint. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'ozone? C'est un gaz. Le terme est dérivé de l'allemand ozone, lui-même tiré du grec ozo, qui veut dire exhaler une odeur. Et effectivement, l'ozone, pour ceux qui l'ont utilisé, a une odeur d'eau de Javel. Et donc, c'est un gaz qu'on appelle également le trioxygène, donc une molécule de 3 atomes d'oxygène. Ce gaz a été découvert en 1789, donc assez facile de retenir cette date, par un chimiste hollandais qui s'appelle Martin van Marum. Et ce gaz est obtenu en faisant passer un courant électrique à travers une éprouvette dans laquelle est contenu de l'oxygène. Donc, l'ozone, on connaît, hein, c'est une des couches de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets solaires. Et on le sait qu'au niveau des pôles du globe terrestre, eh bien, cette couche est amincie. Et donc, vous retrouvez ce pictogramme qu'on connaît bien, qu'on retrouvait sur certains produits il y a quelques années. Alors, l'utilisation de l'ozone, donc c'est un oxydant qui est très instable, qui va oxyder ce qui va rentrer en son contact en se dégradant en dioxygène. Et donc, cet ozone, il a des propriétés désinfectantes et des propriétés oxydantes. Il peut être utilisé pour désinfecter l'eau potable, pour le traitement des eaux usées, également en blanchisserie. Et puis, vous avez des indications un peu plus ésotériques. Alors, ce sont souvent des thérapeutiques réalisées par des thérapeutes qui ne sont pas des médecins. Vous avez par exemple l'auto-hémothérapie majeure. C'est une sorte d'autotransfusion avec du sang qui a été enrichi en ozone. Vous pouvez également l'injecter en sous-cutané, voire même des insufflations rectales. Et fait intéressant également, l'ozone est inscrit sur la liste des produits dopants. Donc, c'est quelque chose qui est contre-indiqué pour les sportifs. Alors, l'utilisation de l'ozone, l'utilisation médicale dans des indications plus sérieuses. Donc, ce gaz a été utilisé par nos belligérants germaniques pendant la Première Guerre mondiale pour soigner les blessures infectées, également pour traiter les effets du gaz moutarde, et également pour traiter les gangrènes des soldats blessés. Depuis les années 30, l'ozone est également utilisé en dentisterie pour les infections. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce gaz a également des propriétés bactéricides. Et comme l'a évoqué le professeur Chiras, eh bien, l'ozone est utilisé depuis à peu près une quarantaine d'années pour le traitement de la pathologie discale. Et donc, que va induire l'ozone quand il est injecté dans le disque? Eh bien, il va oxyder les protéoglycanes qui sont contenus dans le nucleus pulposus du disque, entraînant progressivement une déshydratation du nucleus pulposus avec une réduction du volume discal qui va lever la pression intradiscale et permettre de lever la pression exercée par la hernie discale sur la racine. Et de plus, on l'a évoqué, ce gaz a des propriétés anti-inflammatoires et anti-nociceptives. Alors, quels sont les principes? Donc, le principe, c'est d'injecter ce gaz dans le nucleus pulposus pour obtenir cette déshydratation et réduire la pression intradiscale. Et l'autre effet, on l'a évoqué, c'est l'effet anti-inflammatoire. Et il a été démontré dans des essais randomisés la supériorité de cette technique à l'ozone par rapport aux injections épidurales de corticoïdes. Et ici, sur la droite, vous êtes illustré l'intérêt de l'injection d'ozone sur la rétraction de la hernie discale. Vous avez ici l'image avant et ici après nucléolyse à l'ozone. Et vous voyez la rétraction, alors qui est modeste, hein, mais la rétraction quand même significative de la partie herniée du disque qui a été traité à l'ozone. Quelques mots sur les aspects techniques. Donc, l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle est extrêmement simple et extrêmement rapide. C'est une intervention qui dure entre 10 et 20 minutes. Elle se réalise en décubitus ventral, la plupart du temps sous anesthésie locale, plus ou moins protoxyde d'azote. Pour les patients extrêmement algiques, on peut parfois réaliser cette intervention sous sédation consciente.
Le guidage peut être réalisé par contrôle scopique ou TDM. Le contrôle scopique est beaucoup plus rapide. Les aiguilles utilisées, généralement des aiguilles de 20 gauche. 20 gauche, c'est l'aiguille noire APL. Pour les patients qui ont beaucoup d'ostéophytes, on peut utiliser parfois des aiguilles beaucoup plus grosses, jusqu'à 17 gauges. Et l'aiguille va être positionnée dans la partie centrale du disque, donc dans le nucléus, par voie postéro-latérale. Donc, voilà ici deux exemples de guidage. Un guidage scopique, ce que nous réalisons nous dans notre service. Donc, l'objectif étant de positionner l'extrémité distale de l'aiguille à la partie centrale du disque. Ici, un exemple de guidage du positionnement de l'aiguille sous contrôle TDM. Alors, parfois, il peut y avoir des difficultés, notamment pour le positionnement de l'aiguille sur le disque L5-S1. Pourquoi? Parce que vous avez déjà souvent beaucoup d'ostéophytes et surtout, vous allez être gêné par l'aile iliaque qui va gêner la balistique pour le positionnement de l'aiguille à la partie centrale du disque. Donc, on a quelques techniques pour essayer de contourner cette difficulté. Vous voyez, la difficulté, c'est cette aile iliaque ici qui va se projeter sur le trajet de l'aiguille. Donc, vous avez un petit triangle ici qu'on va viser de 3/4 pour positionner l'aiguille exactement au centre du disque. Donc ensuite, une fois que l'aiguille est positionnée dans la partie centrale, au niveau du nucleus pulposus, on va connecter le générateur d'ozone qui est ici à l'oxygène mural que vous trouvez dans les salles d'interventionnel, et obtenir un mélange. En fait, ce n'est pas de l'ozone pur qu'on obtient, c'est un mélange O2 ozone qui est en fait à 95% du dioxygène et à 5% de l'ozone. Et donc, l'ozone, il est produit par ce dispositif en faisant passer un courant électrique au niveau du flux d'oxygène pour produire le mélange ozone-oxygène. Ensuite, donc, la concentration d'ozone dans le gaz qui est obtenu est de 30 microgrammes par millilitre. On va connecter la seringue qui contient l'ozone à un filtre pour réduire le risque d'infection sur le geste, avec une injection de 5 millilitres en intradiscal d'ozone, 5 millilitres en périradiculaire, associée à une injection d'hydrocortensiel. Vous voyez ici, après l'injection, on voit très bien le gaz qui se distribue à la partie centrale. Ça, c'est un cliché, cliché de scopie après l'injection. On voit très bien le gaz qui se distribue dans la partie centrale du disque. Alors, juste l'expérience locale sur cette année 2022 à la Pied-Salpêtrière, 31 patients traités par cette technique, majoritairement des hommes, avec une évaluation clinique à 6 semaines qui va vous montrer une amélioration clinique dans plus de 60% des cas, 63% des cas, des patients qui sont inchangés dans à peu près 37% des cas, on verra tout à l'heure, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, et parmi ces patients inchangés, il y en a 3 qui ont eu un recours à la chirurgie. Alors, quels sont les risques, complications et difficultés techniques? Alors, dans notre expérience, aucun cas d'infection discale. Les difficultés techniques qu'on peut rencontrer, c'est dans le positionnement de l'aiguille dans l'espace L5-S1, a fortiori quand vous avez des ostéophytes qui vont gêner considérablement la mise en place de l'aiguille. Et puis également, une petite particularité anatomique, quand vous avez une anomalie transitionnelle, ça contre-indique du côté de l'anomalie transitionnelle la mise en place de l'aiguille. Donc là, vous voyez la balistique qui peut parfois être un petit peu difficile avec cette aile iliaque ici qui va gêner la mise en place de l'aiguille. Donc parfois, il faut tordre un petit peu l'aiguille pour pouvoir la positionner dans le disque intervertébral et obtenir une position dans la partie centrale du disque. Ici, vous voyez, donc la hernie discale était du côté gauche, donc la gauche est à gauche parce que le patient est en décubitus ventral. Donc, on a essayé de positionner ici l'aiguille de 17 gauche, une grosse aiguille donc du côté gauche, du côté de la hernie. Mais vous voyez, vous avez des ostéophytes qui sont tellement marqués qu'il était impossible de positionner, de passer dans le disque du côté gauche. Donc, on est passé du côté controlatéral. Et puis ici, la variante anatomique dont je vous parlais, ici une hémisacralisation de L5, donc du côté droit. Vous voyez ici, vous n'avez pas possibilité de positionner l'aiguille par la droite. La seule façon, c'est de passer par le foramen et vous risquez d'endommager la racine sur le trajet. Et donc là, l'alternative, c'est de passer par le côté controlatéral. Alors, le risque infectieux, je vous ai dit, pour les hernies discales lombaires, dans notre expérience, il est nul et dans la littérature, il est vraiment minime. En revanche, on peut être amené parfois à faire des nucléolyses à l'ozone pour des discopathies cervicales. Et là, le risque est plus important et c'est ce qui est rapporté dans la littérature également parce qu'il y a un risque de transfixier l'œsophage quand on positionne l'aiguille, y compris quand on passe par voie antérolatérale droite. Voilà, je vous montre un exemple pour essayer de contourner ce problème, un exemple de notre expérience. C'est une patiente qui avait des cervicalgies.
Alors initialement, je pensais qu'elles étaient attribuables à cet angiome, même s'il n'a pas de caractéristiques d'agressivité. Donc la patiente a une vertébroplastie qui ne va pas la soulager. Donc, elle revient et c'est elle qui me demande une nucléolyse. Donc on s'accorde sur l'indication potentielle, en tout cas comme un traitement d'épreuve. Et justement, pour éviter ce risque infectieux, bien maintenant, on réalise une hydrodissection avec du sérum mélangé à du produit de contraste pour écarter les structures et pouvoir repousser l'œsophage et être sûr d'éviter de transfixer l'œsophage. Vous voyez ici le positionnement des deux aiguilles dans les espaces qui étaient dans les deux disques qui étaient pathologiques, C5, C6 et C6, C7, avec une patiente qui a été tout à fait soulagée à 1 mois de cette nucléolyse à l'ozone. Et puis, pour finir, deux articles récents qui ont attiré mon attention. Donc, ici, une série prospective de nos collègues marseillais, monocentriques, donc qui portent sur 20 patients, des patients qui étaient porteurs d'une discopathie responsable d'une lomboradiculalgie. Ces 20 patients traités par nucléolyse à l'ozone, donc sous anesthésie locale plus protoxyde d'azote, sous contrôle TDM. Et dans cette population, 65% de patients améliorés sur l'échelle de McNab, qui est une échelle d'évaluation de la douleur, avec 3 patients qui rapportaient une inefficacité de la nucléolyse et qui ont eu, in fine, une chirurgie. Une baisse de 3 points ou plus sur le VA à 2 mois dans plus de 80% des cas et dans 86% des cas à 1 an. Et de façon également intéressante, sur l'IRM de contrôle à 2 mois, eh bien dans 75% des cas, il y avait une réduction de la hernie et la réduction moyenne en termes de surface de la hernie était de 20%. Et également, ils ont fait des petites analyses en sous-groupe, même si c'est une population qui est assez modeste. Une efficacité plus marquée chez l'homme que chez la femme. Également, une efficacité plus marquée chez les patients qui avaient une radiculalgie versus une lombalgie simple et une efficacité plus nette pour des patients qui avaient des symptômes de moins de 1 an. Et puis, deuxième étude très intéressante qui là est un essai prospectif randomisé qui est paru l'an dernier, un essai européen. Donc là, dans cet essai, l'objectif était de prouver la non-infériorité de la nucléolyse à l'ozone versus la microdissectomie pour le traitement des lomboradiculalgies sur hernie discale réfractaires au traitement médical. Et dans cette étude, le critère de jugement principal était l'évaluation de la réduction de la NRS, c'est un équivalent de l'EVA, sur la douleur radiculaire évaluée à 6 mois. Vous voyez ici les critères d'inclusion. Donc, il fallait que les patients aient un seul disque symptomatique, que la réduction de hauteur du disque soit d'au moins 50%, avec une radiculalgie responsable d'une douleur à 5 ou plus sur l'échelle NRS. Les contre-indications, les patients qui avaient plusieurs discopathies, les discopathies déficitaires, également les patients qui avaient d'autres atteintes rhumatologiques confondantes, comme une sténose lombaire ou une atteinte sacro-iliaque. Et donc, un essai randomisé prospectif avec une randomisation 1 pour 1. Donc, les patients qui étaient tirés dans le bras ozonothérapie traités par un neuroradiologue interventionnel, ceux dans le bras chirurgie par des neurochirurgiens, donc par microdissectomie selon la technique de Caspar. Et tous les opérateurs avaient au moins 10 ans d'expérience et le critère de jugement principal était évalué par un examinateur indépendant qui était en aveugle du bras de randomisation. La technique utilisée dans cette étude pour l'ozonothérapie est un petit peu similaire à celle que j'ai évoquée, sous sédation consciente, en salle d'angiographie, une injection d'un volume assez conséquent de 14 millilitres d'ozone dans la partie centrale du disque. Les patients étaient traités en ambulatoire, sans traitement particulier à la sortie, avec une antibio-prophylaxie pendant le geste et une reprise de l'activité 1 semaine après le geste. Et donc, était évaluée la douleur à 1 semaine, 1 mois, 3 mois et 6 mois, donc par un évaluateur indépendant en aveugle du bras de randomisation. Avec ici une analyse de la covariance pour évaluer la différence moyenne de réduction sur cette échelle NRS, et puis une analyse en intention de traiter, donc telle que le patient a été randomisé, et une analyse astrétide, parce que certains patients finalement avaient une dissectomie in fine, et donc il y a ces 2 analyses qui ont été réalisées, et la marge retenue pour déterminer la non-infériorité était de 1,94, sachant que la moyenne de réduction sur la NRS attendue était de 3,88 et donc c'est la moitié de cette baisse attendue moyenne sur la NRS entre avant et après le geste. Donc 49 patients randomisés, quasiment 25 dans chaque bras, et vous voyez donc parmi les patients randomisés dans le groupe ozonothérapie,
eh bien 7, donc presque 30%, avaient un crossover et finalement avaient une dissectomie. Et donc, dans cette étude, eh bien, le résultat montre une non-infériorité de l'ozonothérapie par rapport à la microdissectomie, que ce soit en intention de traiter ou tel que le patient a été traité. Donc, même pour les patients qui, in fine, ont reçu la dissectomie, pas d'infériorité de l'ozonothérapie par rapport à la microdissectomie. Les deux techniques étaient donc efficaces en termes de baisse des douleurs à 6 mois, pas d'événements indésirables, mais un effectif relativement modeste, 50 patients, donc peut-être pas assez pas une population trop faible pour avoir des événements indésirables. Et puis, dans cette population, donc 71% des patients qui ont eu la nucléolyse à l'ozone ont évité la chirurgie in fine. Là, vous voyez ici la baisse de la douleur pour les deux groupes, hein, sur la radiculalgie et sur la lombalgie. Donc, vous voyez ici pour les patients traités chirurgicalement et ici pour les patients traités par nucléolyse, donc une baisse qui est relativement rapide, hein, dès la première semaine et qui se prolonge plusieurs mois après le geste. Donc, quels sont les avantages de la nucléolyse? Son faible coût, sa facilité d'utilisation, les risques faibles, risques infectieux extrêmement faibles, et puis ça n'empêche pas une chirurgie ultérieure. Il n'y a pas de remaniement ou de fibrose qui contre-indiquerait une chirurgie ultérieure. Principale limite, et c'est ce qu'on évoque aux patients quand on les voit en consultation, hein, c'est que le risque d'inefficacité du geste, dans 30 à 40% des cas, et puis parfois, pour des patients qui sont très algiques, la mise en place de l'aiguille, notamment quand il y a beaucoup d'arthrose et beaucoup d'ostéophyte, peut être douloureuse, raison pour laquelle on fait parfois ces gestes sous sédation consciente. Donc, en résumé, hein, cette technique de nucléolyse à l'ozone, elle est simple et rapide, elle a un faible coût, elle est réalisable en ambulatoire. Nos patients, donc l'intervention dure à peu près 10-15 minutes. Après, on les garde une demi-heure, s'assurer qu'ils ne font pas un malaise vagal. Mais en tout cas, ça permet de garder très peu de temps les patients à l'hôpital. Le risque opératoire est quasi nul, hein, le risque infectieux est vraiment assez théorique. La principale limite, c'est une efficacité qui n'est pas systématique, bien sûr, qui est observée dans 60 à 70% des cas. Le geste peut être réitéré plusieurs fois si besoin, et encore une fois, ça ne gêne pas une chirurgie ultérieure. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.